Mesdames et messieurs, nous poursuivons aujourd'hui l'étude du tronc cérébral et nous allons nous intéresser à la systématisation du tronc cérébral. Lors du dernier enseignement, nous avions mis en place la morphologie de cette portion du système nerveux central en décrivant également la répartition de la substance grise qui s'organise, comme vous le savez à présent, en noyaux des nerfs crâniens qui sont les stricts équivalents des cornes observées au niveau de la moelle spinale, et nous avions également défini des noyaux propres du tronc cérébral. Aujourd'hui, nous allons décrire la substance blanche et les voies de passage qui vont permettre de mettre un peu en mouvement cet organe. Et dans un premier temps, eh bien, nous allons parler des voies de la motricité, les voies motrices qui traversent le tronc cérébral étant définies parmi les voies descendantes, c'est-à-dire que ce sont des voies qui sont d'origine corticale concernant la motricité volontaire. C'est la voie pyramidale qui va représenter l'essentiel de notre topic d'aujourd'hui, sachant que les voies de la motricité automatique, involontaire, on parle également de voies extra-pyramidales, eh bien, prend son origine pour l'essentiel au niveau des noyaux propres du tronc cérébral, et nous en dirons simplement quelques mots. Pour pouvoir définir l'organisation de ces voies de la motricité au niveau du tronc cérébral, nous allons dans un premier temps définir sur un schéma de systématisation en vue frontale cet élément avec, comme vous pouvez le reconnaître ici, les trois segments du tronc cérébral, le mésencéphale, le pont et la moelle allongée qui, sans limite anatomique particulière, se prolongent avec la moelle spinale. Nous allons placer juste à l'aplomb du mésencéphale un noyau qui est situé à la base du cerveau. Il s'agit du thalamus. Et ces voies de la motricité, eh bien, voie de la motricité volontaire, voie pyramidale, prend son origine du cortex cérébral. Et nous allons donc placer un segment de cortex cérébral. Il s'agira ici du cortex moteur que l'on va trouver au niveau du lobe frontal. La voie pyramidale est constituée de deux contingents, le contingent cortico-spinal et le contingent cortico-nucléaire. La partie cortico-spinale va se destiner au contrôle des motoneurones situés au niveau de la moelle spinale, comme son nom l'indique. Cette voie prend son origine au niveau du cortex cérébral. Elle va traverser l'épaisseur du cerveau, puis la base du cerveau, et va se retrouver alors au niveau du mésencéphale. La voie cortico-nucléaire, celle qui va effectivement contrôler les noyaux moteurs des nerfs crâniens, voie cortico-nucléaire, eh bien, elle accompagne la voie cortico-spinale, les deux venant constituer la voie pyramidale, et va se retrouver alors au niveau du tronc cérébral. Au niveau du mésencéphale, au niveau du pont, au niveau de la moelle allongée, les voies motrices sont antérieures. Rassemblées en un faisceau au niveau du mésencéphale, elles se dissocient au niveau du pont, venant glisser entre les noyaux propres du pont, et c'est cette dissociation de la voie pyramidale qui explique la saillie antérieure que forme le pont vers l'avant. Puis, la voie pyramidale se reconcentre au niveau de la moelle allongée, formant les pyramides médulaires qui, à la partie distale de la moelle allongée, vont réaliser leur décussation, c'est-à-dire vont croiser la ligne médiane, ce que l'on va matérialiser par un petit trait comme ceci, et ainsi, donc, l'hémisphère d'un côté va contrôler l'hémicorps contralatéral. Cette voie pyramidale va se placer, comme nous l'avions vu dans le cours, sur la moelle spinale, au niveau du cordon latéral de la moelle, venant constituer le faisceau ou tractus cortico-spinal latéral. Une petite partie ne fait pas sa décussation, formant le faisceau cortico-spinal ventral, qui, en réalité, n'existerait qu'aux étages supérieurs de la moelle spinale.
Le faisceau corticonucléaire, ou tractus corticonucléaire, comme son nom l'indique, se destine au noyau des nerfs crâniens et va constituer une voie qui, dans le tronc cérébral, et à chaque niveau considéré de noyau de nerf spinal, eh bien, va croiser la ligne médiane, c'est-à-dire faire sa décussation pour venir se placer au niveau d'un noyau de nerf crânien où se trouve le deutoneurone, c'est-à-dire le motoneurone, qui va venir contrôler eh bien, le muscle strié correspondant. Et ainsi, qu'il s'agisse de la partie cortico-spinale pour les nerfs spinaux ou de la partie cortico-nucléaire pour les nerfs crâniens, eh bien, le cortex d'un côté contrôlera la motricité de l'hémicorps contralatéral. Alors ça, c'était pour l'organisation générale de ces voies. Plus concrètement, et au niveau du tronc cérébral, où viennent se projeter ces structures? Eh bien, ces structures sont, avant décussation, antérieures. Nous avons, pour décrire le trajet précis de ces faisceaux dans le tronc cérébral, choisi de représenter 6 coupes sériées. Une première qui va passer par le mésencéphale dans le plan du colliculus supérieur et passant par le noyau moteur du 3, nerf oculomoteur, et son contingent parasympathique, le noyau d'Edinger-Westphal. Puis nous allons proposer une coupe qui va passer par la partie inférieure du pont, par le noyau du 6, le colliculus du facial, et les noyaux annexés au nerf facial, ainsi que les noyaux vestibulaires et cochléaires avec l'émergence du 8. Puis nous décrirons une coupe horizontale passant par l'olive médulaire, les noyaux du 12 et du 10. Ensuite, nous aurons 2 coupes passant par la moelle allongée, en dessous du 4e ventricule, une qui passera par les tubercules graciles et cunéiformes, et l'autre juste à l'aplomb de la jonction entre la moelle allongée et la moelle spinale, passant par la décussation pyramidale, et enfin, bien évidemment, pour montrer soit la terminaison de ces grandes voies, soit leur origine, eh bien nous nous intéresserons à une coupe de la moelle spinale, quel que soit le niveau. Au niveau du mésencéphale, les voies motrices, alors pour plus de compréhension, toutes ces vues seront des vues supérieures. Et nous nous intéresserons à la fonction d'un hémicorps, c'est-à-dire que nous allons partir du cortex cérébral droit, donc de l'hémisphère cérébral droit, et donc nous nous intéresserons à la motricité et à la sensibilité de l'hémicorps gauche. Nous remplirons ces coupes de façon asymétrique. Il vous appartiendra, si vous le souhaitez, de compléter en symétrique pour avoir la coupe complète. Je ne représenterai qu'un côté pour que vous compreniez bien comment un côté du cerveau contrôle l'hémicorps contralatéral, puisque les voies neurologiques sont des voies croisées. Au niveau du mésencéphale, eh bien, les voies de la motricité se placent en avant, et ainsi, le faisceau ou tractus corticonucléaire se place à la partie médiale du pédoncule cérébral, alors que le faisceau corticospinal va en occuper la principale partie moyenne, faisceau corticospinal. À l'étage pontique, comme nous l'avions vu, le faisceau pyramidal se dissocie et sans croiser la ligne médiane, eh bien nous allons avoir ce faisceau pyramidal qui va apparaître dissocié et glisser entre les noyaux pontiques, et c'est cette dissociation du faisceau pyramidal qui va expliquer ce développement important vers l'avant du pont, et donc cela explique la raison pour laquelle eh bien, le pont réalise cette protubérance à la face antérieure du tronc cérébral. Il n'existe pas de décussation de la voie pyramidale à cet endroit-là, et le faisceau pyramidal droit et gauche se dissociant indépendamment l'un de l'autre, eh bien sur la partie médiane, le pont apparaît légèrement creusé, constituant ainsi le sillon basilaire, qui n'est donc par conséquent pas lié à l'existence du tronc basilaire qui se projette en avant.
En dessous du niveau du pont, la voie pyramidale se reconcentre pour venir constituer la pyramide médulaire. Vous avez donc ici le cordon ventral dilaté en pyramide médulaire qui est soulevé par le tractus corticospinal au niveau de la partie haute de la moelle allongée, au niveau de la partie inférieure de la moelle allongée, où l'on va retrouver ici ce faisceau corticospinal qui, à la partie distale de la moelle allongée, juste au-dessus de la jonction entre la moelle allongée et la moelle spinale, va réaliser sa décussation, c'est-à-dire que les fibres du faisceau pyramidal, ici issues du cortex moteur droit, vont croiser la ligne médiane. Il s'agit ici du neurone numéro 1, du protoneurone de la voie pyramidale, et de cette décussation pyramidale qui va d'ailleurs même remplir un peu le fond de la fissure ventrale qui apparaît comblée partiellement par ces fibres pyramidales. Eh bien, ce faisceau va venir se placer dans l'épaisseur du cordon latéral de la moelle, venant au niveau de la moelle spinale, former le tractus corticospinal latéral, qui se trouve donc en pleine épaisseur du cordon latéral. Cette décussation pyramidale constitue 85 à 90% des fibres pyramidales. Celles qui ne décussent pas constituent le très faible, très mince tractus corticospinal ventral qui se place de part et d'autre ici du sillon ventral médian de la moelle. Ce faisceau est constitué donc des protoneurones, des neurones moteurs numéro 1, qui descendent donc dans la moelle, latérale ou ventrale. Et à chaque niveau médulaire concerné, eh bien, l'axone du neurone 1 quitte le faisceau corticospinal, du même côté pour le corticospinal latéral, et va réaliser une décussation pour le faisceau corticospinal ventral, qui lui n'a pas décussé en haut, si bien que à l'arrivée, 100% des fibres pyramidales vont croiser la ligne médiane. Et ce neurone numéro 1, ce protoneurone, s'articule avec le motoneurone, qui est situé au niveau de la corne antérieure de la moelle. C'est le neurone périphérique qui, lui, par son axone, va quitter la moelle spinale, s'engager dans la racine ventrale du nerf spinal et venir s'articuler avec le muscle squelettique au niveau de la plaque motrice. Cette notion de neurone 1 et neurone 2 définit les éléments que les neurologues vont vous enseigner dans la sémiologie neurologique et définit les différentes paralysies. Lorsque le neurone numéro 1, le protoneurone, celui qui est d'origine corticale, est lésé, quelle qu'en soit la raison, eh bien, nous observerons une paralysie de type central qui se caractérise par sa spasticité, car le deutoneurone, neurone numéro 2, reste fonctionnel mais non régulé. Il s'agit donc d'une paralysie qui, secondairement, est spastique, alors qu'en cas d'atteinte du deutoneurone, qu'il s'agisse, comme dans la poliomyélite, d'une destruction de la corne ventrale de la moelle ou qu'il s'agisse de lésions nerveuses, les polyradiculonévrites, les sections nerveuses, les compressions nerveuses, comme dans les syndromes canalaires par exemple, et bien dans ces cas-là, la paralysie périphérique, qui définit une lésion du deutoneurone moteur, sera une paralysie flasque, parce que là, le muscle perd son innervation. À côté de cette voie pyramidale, de cette voie de la motricité volontaire, existe au niveau du tronc cérébral, je ne vais pas détailler ces faisceaux sur les coupes de façon à ne pas charger, de compliquer de façon inutile le propos, existe également des voies motrices qui naissent de noyaux du tronc cérébral. Ces voies motrices, qui donc définissent ce système extra-pyramidal, on peut les représenter sur une vue latérale, très schématique, du tronc cérébral, où vous reconnaissez les trois étages, mésencéphale, pont et moelle allongée. Ces voies vont prendre naissance de différents noyaux que nous avions définis.
le noyau rouge et les colliculus au niveau du mésencéphale, d'où partent des faisceaux de fibres qui vont définir le faisceau rubrospinal ou encore le faisceau tectospinal qui part du toit du mésencéphale. Il s'agit de fibres motrices qui, elles aussi, vont venir contrôler, moduler l'activité du motoneurone de la corde antérieure de la moelle. Je les représente en orange parce qu'elles représentent la motricité automatique, la motricité involontaire, la motricité extrapyramidale. Et c'est une motricité qui se caractérise par son origine, qui n'est plus au niveau du cortex, mais qui est au niveau de noyaux sous-corticaux. Nous avons ensuite, au niveau du pont, des faisceaux extrapyramidaux qui sont issus des noyaux vestibulaires en rapport avec les informations de l'équilibre, définissant une voie vestibulo-spinale qui aussi va venir contrôler l'activité du motoneurone de la corde antérieure de la moelle, cette fois-ci en rapport avec des informations de l'équilibre. Se détachant de l'olive médulaire, le faisceau olivospinal aura la même fonction. Et nous avons, il ne faut pas l'oublier, issu de la substance réticulée du tronc cérébral, un faisceau descendant traduisant la voie réticulospinale, ce qui matérialise le contrôle du tonus musculaire par la substance réticulée et qui, en pathologie du tronc cérébral, explique certaines raideurs de décérébration que l'on observe dans des atteintes lésionnelles du tronc cérébral. Sherrington définissait la voie finale commune, ce que l'on peut schématiser comme ceci sur une vue donc, de la moelle spinale en coupe avec sa corne ventrale, sa corne dorsale, le motoneurone qui est situé au niveau de la corne antérieure et dont l'axone va partir innerver contrôler l'activité du muscle squelettique. Et donc ce motoneurone eh bien, va être modulé par des neurones corticospinaux de la voie pyramidale, mais également par des neurones du système extrapyramidal, vestibulospinal, réticulospinal, rubrospinal, olivospinal, tout ce que vous voulez spinal. Et c'est cette terminaison commune au niveau du motoneurone de différentes voies pyramidales ou extrapyramidales qui définit donc ce que Sherrington appelait la voie finale commune, l'objectif étant la modulation de l'activité du motoneurone dans le cadre d'un mouvement volontaire coordonné avec une balance appropriée des agonistes et des antagonistes. Voici pour la motricité. Nous avons ensuite les voies de la sensibilité, et ces voies de la sensibilité, nous allons également les représenter sur sensibilité, nous allons les représenter sur une vue schématique de systématisation mettant en place autour de la ligne médiane un tronc cérébral simplifié avec le mésencéphale, le pont et la moelle allongée. Et nous allons placer au-dessus du mésencéphale le thalamus et nous allons représenter le cortex ici qui cette fois-ci sera le cortex sensitif qui correspond en réalité au lobe pariétal. Cortex sensitif qui correspond au lobe pariétal, alors qu'ici nous sommes au niveau du cortex moteur frontal. Nous avions défini trois types de sensibilité qui correspondent à trois voies, les voies spinothalamiques, la voie du lemnisque médial et les voies spino-cérébelleuses. La première, la voie spinothalamique, correspond aux voies de conduction de la sensibilité protopathique, c'est-à-dire la sensibilité grossière, et aux voies de la douleur, la voie thermoalgésique. Il s'agit d'une voie qui prend son origine en périphérie avec un neurone numéro 1 qui va présenter son corps cellulaire dans les ganglions spinaux pour l'essentiel, et qui va ensuite, au niveau de la corne dorsale de la moelle, s'articuler avec le neurone numéro 2, le deutoneurone, qui est situé dans le noyau de la tête de la corne antérieure de la moelle, et qui, à chaque niveau
médulaire va former sa décussation pour venir se placer à la jonction entre le cordon ventral et le cordon latéral de la moelle et former le faisceau spinothalamique. Spinothalamique, décrit par Degerine comme un faisceau en croissant, en forme sur, sur une coupe horizontale, et faisceau spinothalamique qui va remonter, spino de la moelle, toute la hauteur du tronc cérébral et venir se placer, enfin venir se terminer au niveau du thalamus, où se trouve le troisième neurone. Donc là, c'est le neurone numéro 2. Le troisième neurone, qui est le neurone thalamo-cortical, qui va projeter cette information sur le cortex sensitif, le cortex pariétal, et c'est à ce moment-là que l'information sensitive devient consciente, car tant qu'une information n'est pas projetée sur le cortex, elle n'est pas consciente. C'est ce qui définit, c'est ce qui différencie d'ailleurs la sensibilité spinothalamique ou du lemnisque de la sensibilité spinocérébelleuse, puisque je vous avais défini dans le cours précédent sur la moelle, eh bien, que la sensibilité spinocérébelleuse était une sensibilité inconsciente. C'est parce qu'elle ne se projette pas au niveau du cortex. La base spinothalamique, nous allons donc la retrouver sur nos différents plans de coupe et cette fois-ci, nous allons remonter de la coupe F de la moelle jusqu'à la coupe A du mésencéphale et nous allons donc pouvoir placer dans un premier temps ici un neurone spinothalamique, un neurone de la sensibilité du tact épicritique et du tact de la sensibilité protopathique et de la douleur, qui va au niveau de la tête de la corne antérieure de la moelle s'articuler avec le neurone numéro 2 qui va à chaque niveau médulaire présenter sa décussation pour venir se placer ensuite dans la substance blanche de la corne ventrale et de la corne latérale de la moelle, formant le faisceau spinothalamique. Alors, on peut séparer un spinothalamique ventral et un spinothalamique latéral pour la sensibilité protopathique et la douleur, mais finalement, d'un point de vue de la sémiologie, on peut considérer un faisceau spinothalamique unique, c'est déjà bien suffisant. Ce faisceau spinothalamique va alors remonter et va se situer toujours en situation latérale au niveau du tronc cérébral. On va le retrouver ici dans la partie inférieure de la moelle allongée, toujours avec sa forme en croissant caractéristique et se trouvant en arrière ici des voies motrices et se trouvant dans la région du cordon latéral de la moelle. Ce faisceau spinothalamique va remonter et va arriver alors à la partie haute de la moelle allongée où va se développer l'olive médulaire et ce noyau olivaire volumineux va pousser un peu en arrière le faisceau spinothalamique qui va se latéraliser au niveau de la partie haute de la moelle allongée avant de se remédialiser légèrement au niveau du pont et venir se placer, ce faisceau spinothalamique, en arrière des noyaux pontiques et de la partie dissociée du faisceau pyramidal. Il va alors remonter au niveau du mésencéphale où le faisceau spinothalamique va se placer latéralement, on peut le représenter ici, et juste au-dessus du mésencéphale, donc juste au-dessus de ce plan de coupe, le faisceau spinothalamique va se terminer dans le thalamus où il va s'articuler avec le troisième neurone thalamo-cortical. Je profite d'emblée pour rappeler qu'il y a au niveau de ces voies de la douleur deux relais, puisque nous avons trois neurones. Un premier au niveau de la corne dorsale de la moelle, un deuxième relais au niveau du thalamus, et ces deux relais constituent deux niveaux de régulation de la douleur avec des pathologies particulières que nous expliquerons lorsque nous ferons le cours de synthèse sur les grandes voies du système nerveux central. Donc faisceau spinothalamique qui représente une première voie de conduction, voie du tact protopathique et de la sensibilité thermoalgésique, mais on peut dire, pour résumer les choses, qu'il s'agit des voies de la douleur. Nous avons ensuite un deuxième faisceau de conduction, et
Et cette deuxième voie de la sensibilité, c'est la voie de la sensibilité épicritique, c'est-à-dire la sensibilité fine, et la voie de la sensibilité proprioceptive consciente, c'est-à-dire la voie qui permet d'avoir conscience de la position de ces articulations et de ces segments de membres. Cette voie va être une voie à 3 neurones, comme toutes les voies de la sensibilité, mais cette voie va emprunter un chemin particulier, formant ce qu'on appelle le système du lemnisque médial. Le neurone numéro 1 chemine dans les nerfs périphériques, présente son ganglion présent dans le ganglion spinal du nerf spinal, et la fibre efférente, l'axone de ce neurone, va alors se placer dans le cordon dorsal de la moelle, où il va remonter depuis la moelle jusqu'à la partie haute de la moelle allongée pour venir faire relais au niveau d'un noyau qui sont situés à la face postérieure de la moelle allongée et qui sont les noyaux graciles et cunéiformes qui soulèvent les tubercules graciles et cunéiformes. C'est au niveau de ces noyaux que se place alors le deutoneurone, neurone numéro 2, qui va faire sa décussation au niveau de la moelle allongée, changeant alors de côté et venant constituer un ruban de fibres nerveuses. Ruban, ça se dit lemniscus en latin. Ce ruban, qui est paramédian, c'est le lemnisque médial, va remonter alors dans le tronc cérébral, croisant le pont, croisant le mésencéphale, et venant se terminer au niveau du thalamus, où va se trouver le troisième neurone, le neurone thalamo-cortical, projetant ces informations sur le cortex sensitif, et cette information épicritique et de la proprioception consciente devient donc conscient. Au niveau de la représentation en coupe serrée de ces structures, nous plaçons donc au niveau médulaire le protoneurone épicritique qui ne va pas s'arrêter au niveau de la corne dorsale de la moelle, mais qui va se placer dans les cordons de la postérieure de la moelle spinale, venant former les tractus graciles médialement et cunéiformes latéralement, qui vont donc constituer les cordons dorsaux de la moelle, puis qui vont former les tractus ici graciles soulevant le faisceau, souvent le cordon gracile et cunéiforme de la moelle allongée, ici que nous pouvons représenter dans le plan de la décussation pyramidale, et venant répondre latéralement à la racine médulaire du 5 que nous pouvons placer ici tout à fait latéralement. Un niveau de coupe au-dessus, donc faisceau gracile, faisceau cunéiforme et racine médulaire du 5. À un niveau au-dessus, ces faisceaux se terminent au niveau des noyaux graciles et cunéiformes, et c'est au niveau de ces noyaux graciles et cunéiformes que se placent les deutoneurones, les neurones numéro 2 de ces voies de la sensibilité tactile épicritique et de la proprioception consciente. Et ces deutoneurones vont croiser la ligne médiane, former leur décussation donc, et venir se placer en arrière du faisceau pyramidal pour venir constituer ce que l'on appelle le lemnisque médial, qui a été décrit par Rayl, qui décrivait ce faisceau de fibres comme un ruban médial. C'est pour ça qu'on parlait du ruban de Rayl dans la nomenclature traditionnelle. Le lemnisque médial va alors remonter dans la moelle allongée, se plaçant, comme nous pouvons le représenter ici, en arrière de la voie pyramidale, puis se place dans la région paramédiane en arrière des noyaux pontiques et se plaçant médialement par rapport à la voie spinothalamique. Nous allons ensuite, un niveau de coupe au-dessus, au niveau du mésencéphale, le retrouver
ici juste en arrière du noyau rouge et en avant du faisceau spinothalamique, avant que ce lemnisque médial ne se termine dans le noyau ventrolatéral postérieur du thalamus, où le deutoneurone de la voie lemniscale s'articule avec le neurone thalamocortical. Parfois, en pratique clinique, on parlera de système lemniscal qui traduit donc cette voie du cordon postérieur dans la moelle spinale et ensuite donc cette voie de la sensibilité épicritique et proprioceptive confiante. Et on définira par rapport à cette voie lemniscale la voie spinothalamique qu'on appelle parfois entre guillemets extra-lemniscale. Enfin, nous avons une dernière voie de conduction dans ce système qui est la voie spinocérébelleuse qui correspond à la sensibilité proprioceptive inconsciente. Il s'agit d'une voie qui prend son origine au niveau des muscles, des articulations, des tendons, des capsules articulaires, et qui sont véhiculés par un neurone dont le corps cellulaire se place au niveau ici du ganglion spinal. Et ces neurones numéro 1 vont s'articuler avec un deutoneurone que l'on va trouver au niveau des bases des cornes dorsales de la moelle. À partir de ces noyaux situés à la base de la colonne dorsale, vous allez avoir deux voies spinocérébelleuses qui vont se constituer, une qui va croiser la ligne médiane à chaque étage médulaire et venir constituer le faisceau spinocérébelleux ou tractus spinocérébelleux ventral qui va remonter sur toute la hauteur du tronc cérébral et qui, à la partie mésencéphalique, va quitter le tronc cérébral en repassant dans le pédoncule cérébelleux supérieur, refaisant une décussation, donc c'est une voie qui décusse à 2 reprises, pour venir se placer dans le vermis, ou se projeter sur le vermis cérébelleux homolatéral à l'origine du signal. La voie spinocérébelleuse dorsale, elle ne croise pas la ligne médiane, elle remonte le long du névrax et à la partie médulaire du tronc cérébral, quitte le tronc cérébral en s'engageant dans le pédoncule cérébelleux inférieur pour se projeter au niveau du vermis cérébelleux homolatéral. Ainsi donc, toutes les informations proprioceptives inconscientes hémicorporelles se projettent sur l'hémicervelet homolatéral. C'est une particularité de ce système. Au niveau des coupes, eh bien, nous allons pouvoir placer maintenant ces éléments avec, au niveau de la moelle, je ne place pas le neurone, je vais juste placer les 2 noyaux, latéral et médial, situés au niveau de la base de la corne dorsale de la moelle, avec le neurone dorsal qui ne croise pas la ligne médiane et qui va venir constituer, on peut le représenter ici, le faisceau ou tractus cortico-spinal dorsal, direct, et le noyau latéral qui lui va croiser la ligne médiane pour venir former le tractus ou faisceau spinocérébelleux ventral qui lui aura décussé à chaque étage médulaire. Le tractus spinocérébelleux dorsal, on va d'abord le voir, va rester l'élément postérieur et le plus périphérique du cordon latéral de la moelle allongée, comme il l'est au niveau de la moelle spinale. Nous pouvons ainsi donc le représenter au niveau ici de ces 2 coupes qui passent par la partie inférieure de la moelle allongée. Puis, lorsque la moelle allongée s'écarte pour venir constituer ici, pour répondre au 4e ventricule, eh bien, le faisceau spinocérébelleux dorsal va rapidement quitter, on peut le représenter comme ceci, le tronc cérébral pour passer dans le pédoncule cérébelleux inférieur et venir se projeter sur l'hémicervelet, vermis cérébelleux homolatéral. Le tractus spinocérébelleux ventral, lui, qui vient donc du même côté que le spinocérébelleux dorsal, aura croisé la ligne médiane et va donc se retrouver dans le cordon ventral contralatéral,
au niveau de la moelle allongée, dans sa partie distale. Puis on va le retrouver lorsque la moelle allongée s'ouvre en arrière pour former le triangle inférieur de la fosse rhomboïde. Eh bien, on va le retrouver ici, soulevant toujours la partie la plus antérieure du cordon latéral et répondant en dedans au faisceau spinothalamique. Puis, eh bien, il va se déjeter vers l'arrière. On peut encore le retrouver ici, ce faisceau spinocérébelleux ventral, qui va ensuite, un peu plus haut, lorsqu'il pénètre dans le mésencéphale, s'engager dans le pédoncule cérébelleux supérieur, quitter le tronc cérébral, recroiser la ligne médiane pour se projeter au niveau du vermis cérébelleux homolatéral à l'origine du signal. Nous avons ainsi décrit les principales voies de la donc qui représentent donc la substance blanche du tronc cérébral, avec donc la voie pyramidale qui représente la principale voie descendante, motrice, voie de la motricité volontaire, avec une décussation qui se fait au niveau de la partie distale du tronc cérébral, au niveau de la partie distale de la moelle allongée, formant ce qu'on appelle donc la décussation, la grande décussation pyramidale. Et puis nous avons dans les voies ascendantes, eh bien, 3 voies de la sensibilité représentant les 3 sensibilités que nous avions définies dans le cours sur la moelle spinale. Sensibilité du tact protopathique et de la douleur par la voie spinothalamique, de spino de la moelle thalamique au thalamus. La voie de la sensibilité fine, discriminative et de la sensibilité proprioceptive consciente par la voie du lemnisque médial. Alors on définit l'hémisque médial car les voies de l'audition passent dans un faisceau de fibres qui est plus externe et qui sera le lemnisque latéral. CF court sur l'audition. Et puis enfin, nous avons les voies de la sensibilité profonde inconsciente, les voies spinocérébelleuses, qui font partie du fonctionnement du paléocervelet. CF court sur l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Donc nous avons ainsi défini ces différentes structures. N'oublions pas, j'en avais déjà dit un mot la dernière fois, je le rappelle simplement, la substance réticulée du tronc cérébral qui se dispose globalement autour des cavités liquidiennes et qui se dispose entre les noyaux des nerfs crâniens en arrière et les voies de conduction en avant. Substance réticulée qui agit sur la régulation de l'activité du cortex cérébral, qui a un rôle dans la régulation du tonus musculaire par la voie réticulo-spinale, mais qui va également avoir un rôle endocrinien, végétatif, avec notamment des contrôles ventilatoires et la rythmicité respiratoire en fait partie. Nous citerons également le locus ceruleus, qui est le noyau du contrôle des rêves. Il existe enfin un dernier élément qui constitue des voies associatives, et il en existe un particulièrement important au niveau du tronc cérébral que l'on trouve juste en avant des ventricules et de l'aqueduc du mésencéphale, c'est le tractus longitudinal médial. Ce tractus longitudinal médial, TLM, est un grand faisceau d'association longitudinale dans le tronc cérébral et qui va connecter le noyau moteur du 3, le noyau donc somitomoteur du 3, du 4, du 6 et le noyau ambigu, en particulier la portion distale du noyau ambigu qui commande le 11 et donc qui régule la contraction du muscle trapèze et du muscle sternocléidomastoïdien. On peut schématiser ce faisceau, ce tractus longitudinal médial sur une vue donc, schématique ici du tronc cérébral, hein, que vous reconnaissez ainsi, avec le noyau moteur du 3 qui se projette à l'étage mésencéphalique, le noyau moteur du 4 qui se prolonge en regard du colliculus inférieur, le noyau du 6 qui se situe au niveau médulopontique et la partie du noyau ambigu destiné au 11 que l'on peut placer au niveau de la partie inférieure de la moelle allongée. Et donc, ces noyaux sont reliés par le tractus longitudinal médial qui constitue donc cette bandelette d'association connectant ces différents noyaux. L'existence du tractus longitudinal médial est à l'origine d'une fonction importante qui est l'oculocéphalogyrie.
oculocéphalogyrie, qui est cette fonction qui connecte les mouvements de rotation de la tête et la rotation des yeux. Il existe une synchronisation automatique du mouvement des yeux et de la tête, ce qui est quand même bien pratique pour garder la stabilité du regard lors des mouvements de la tête. Et cette oculocéphalogyrie s'explique par l'existence de cette grande bandelette postérieure d'association que l'on va pouvoir retrouver donc à la partie postérieure du tronc cérébral, en avant des cavités ventriculaires, ici au niveau du mésencéphale, et nous le retrouvons à la partie ici postérieure du pont, de la moelle allongée. Le tractus longitudinal médial va se situer dans la région paramédiane postérieure, et le faisceau longitudinal médial, nous allons encore le retrouver jusqu'ici au niveau de la partie inférieure du noyau ambigu destiné au 11. L'existence de ce faisceau longitudinal médial va, entre autres, expliquer dans les syndromes cérébelleux les mouvements de nystagmus, ou mouvements donc anormaux des yeux, qui sont observés dans les syndromes vestibulaires. Ceci est expliqué dans le cours sur l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Ainsi donc, j'en ai terminé avec ces notions de systématisation du tronc cérébral, qui vous explique comment se positionnent les voies de passage motrices et sensitives par rapport au noyau des nerfs crâniens et par rapport au noyau propre du tronc cérébral. Ces structures sont à l'origine de l'explication en sémiologie neurologique des syndromes alternes du tronc cérébral. Un syndrome alterne définit une atteinte contralatérale d'une voie longue et homolatérale d'un nerf crânien. Si l'on prend l'exemple ici du mésencéphale, eh bien une lésion antérolatérale ici du tronc cérébral entraînera une lésion de la voie pyramidale avant sa décussation, et donc une hémiplégie contralatérale, avec une atteinte homolatérale du noyau du 3, donc une paralysie oculomotrice du même côté. C'est le syndrome de Weber. Mais le syndrome pyramidal, le syndrome alterne, pardon, qui est le plus souvent observé en clinique, et le syndrome alterne qui traduit une lésion ici de la partie latérale de l'angle latéral du ventricule, du quatrième ventricule, syndrome qui va rentrer dans le cadre, enfin syndrome alterne qui rentre dans le cadre du syndrome de Wallenberg, syndrome d'ischémie latérale de la moelle allongée, avec atteinte du faisceau spinocérébelleux ventral, de la voie spinothalamique. Donc on va avoir ici une hémiparésie contralatérale, avec une atteinte homolatérale du 9 et du 10, donc une paralysie vélopharyngée, alors que les voies motrices passant en avant, eh bien, il n'y a pas de déficit moteur observé. Donc syndrome alterne est défini, alors il y en a bien d'autres qui sont décrits, le syndrome de Fauville par exemple, le syndrome alterne qui traduit l'atteinte contralatérale d'une voie longue associée à une atteinte homolatérale d'un nerf crânien, définit par définition et tout à fait spécifiquement une atteinte du tronc cérébral. Je vous remercie de votre attention et vous retrouverez pour le cours suivant qui sera consacré à l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Je vous souhaite un bon week-end.